comment le Congo est né comme étant une variable d'ajustement, un pilier de l'œuvre de civilisation occidentale. Vous comprenez donc qu'il faut veiller sur le Congo comme de lait sur le feu. Il faut faire en sorte que les Congolais ne jouissent jamais de leurs ressources et que les ressources, parce que lorsqu'on parle de l'œuvre de civilisation, nous parlons du départ de la Terre, l'exploration de l'espace, de la haute technologie aujourd'hui. Et le matériau fondamental pour cette technologie, c'est le coltan. Et nous avons 63% des réserves mondiales dans l'est du Congo. Voilà donc comment on peut résumer rapidement les acteurs qui sont là, ce qui peut être leur motivation pour entamer une étude, peut-être une analyse plus approfondie de ce qui se passe en RDC aujourd'hui. Justement, en réalité, la Belgique n'est pas, comme on le dit, le pays qui a colonisé la RDC. Parce que tous les pays qui ont fait l'œuvre coloniale ont quand même créé des écoles, ont introduit des langues. Mais à part le français, il n'y a aucune langue belge qui se parle en RDC. En fait, la Belgique, pourquoi? Parce que la Belgique, c'est le pays d'origine du roi belge. Celui-là, dont le discours est bien connu aujourd'hui de nos internautes, qui était le président de l'Association internationale pour le Congo, c'est-à-dire pour l'exploitation du Congo. C'est lui qui a rassemblé les acteurs, les monarchies européennes à Berlin pour discuter des modalités d'occupation et de distribution des ressources en Afrique. Et donc, dans cette association, il y a les États-Unis. Il y a presque tous les pays. Au début, ils avaient demandé aussi à la Russie, des Tsars, de rentrer dans cette association. Bien, nous parlerons peut-être de cela et peut-être nous reviendrons sur les conditions dans lesquelles la Russie va dénoncer le concordat de 1885 pour sortir, n'est-ce pas, des enjeux du partage de l'Afrique. Mais dans tous les cas, les Belges sont juste le pays sous-traitant qui a été mis devant, alors que la structure icebergique, qui est plus grande, se trouve derrière, pilotée par le patron, donc le patron de l'OTAN, de l'Occident, qui se trouve être aujourd'hui les États-Unis. Étudier aujourd'hui à œil nu les réalités du moment me paraît intéressant. Ce qui est intéressant dans cette affaire, c'est surtout l'asymétrie entre l'État agresseur et l'État agressé, enfin le pays agressé. C'est à se demander comment est-ce possible. C'est-à-dire que, bon, mythologiquement, on connaît l'affaire de David et Goliath. Mais ici... De la fourmi et de l'éléphant. Ou de la fourmi et de l'éléphant, effectivement. Oui, c'est pour ça que je dis mythologiquement, et puis dans la fabuleologie aussi. Mais on se demande comment se fait-il que cette RDC, enfin ce pays magnifique, immense, qui normalement devrait être le géant africain par excellence, est aussi faible, tellement faible qu'il suffit qu'il y ait quelques milliers. On parlait tout à l'heure de 11 000 éléments de l'armée rwandaise pour que la RDC soit en capilotade, pour qu'on ne retrouve plus aucun geste militaire de la part de l'armée congolaise. Alors que quand M. Tshisekedi est venu au pouvoir, la première des mesures qu'il a prises, c'était que l'état-major allait se déplacer dans le Kivu. Et on a installé l'état-major dans le Kivu, ça n'a pas suffi. On a une armée qui est composée de généraux éminents, mais qui ne sont généraux que d'opérette, et qui ne savent pas faire la guerre. Ils savent faire des affaires et pas la guerre. C'est cette situation grotesque qui a permis aujourd'hui à ce que nous soyons obligés de parler d'une guerre qui est finalement téléguidée par des puissances extérieures. Attendez, on est en Afrique aujourd'hui, en 2025, et on est toujours en train de vivre, finalement, les résultats de Berlin 1884-1885. Et on n'en sort pas parce que nous sommes finalement enfermés dans les logiques de Berlin pour qu'un pays, le Rwanda, appelons-le un petit pays, sans ironie, c'est juste en regard de sa géographie, se trouve finalement être une superpuissance
en face de son voisin.